Bouteflika était maître du jeu et s'appuyait sur l'armée, sur les services de renseignement. Oui, parce que c'est une réalité, l'armée algérienne joue un rôle important dans le système politique algérien, et non parce qu'on ne s'en rend pas compte au quotidien, évidemment. Il y a eu un tropisme algérien. On voit que cette question du Sahara et des frontières, dès le départ, elle est dans la relation entre Algérie et Maroc. Et 50 ans après les accords de 1968, il y a sans doute quelque chose à revoir. Je connais et apprécie l'hospitalité, la gastronomie, la gentillesse des Marocains, un pays que les Français connaissent bien. Bonjour Monsieur Xavier Dréancourt. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview exclusive pour le 360. L'honneur m'échoit aujourd'hui de vous accueillir dans nos locaux pour vous interviewer un peu sur plusieurs sujets d'actualité, aussi d'histoire, concernant l'Algérie et le Maroc. Et première question qui me vient à l'esprit, c'est que vous êtes aujourd'hui au Maroc et vous m'avez dit tout à l'heure en off que vous êtes déjà rendu au Royaume à plusieurs reprises. Pourriez-vous nous parler un peu du Maroc, comment vous le trouvez, comment vous vous sentez ici au Maroc? J'en parlerai mal parce que je connais moins bien le Maroc, où je suis venu à plusieurs reprises à titre professionnel ou touristique ou familial, mais c'était toujours des passages relativement courts, alors que, évidemment, je suis resté presque 8 ans en Algérie en tant qu'ambassadeur, donc je connais moins bien le Maroc, mais je connais et apprécie l'hospitalité, la gastronomie, la gentillesse des Marocains. Donc voilà, il y a d'ailleurs en France beaucoup d'images positives sur le Maroc, qui est un pays que les Français connaissent bien. Et actualité oblige, aujourd'hui en France, c'est le nouveau Front populaire, la gauche et l'extrême gauche qui sont arrivés premiers au résultat des législatives françaises. Peut-être au grand bonheur de l'Algérie qui a appelé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, à faire barrage via les deux recteurs de la mosquée de Paris et de Lyon, à faire barrage au RN. Comment vous analysez cette ingérence notoire dans les relations, dans la politique interne française? Bon, d'abord une précision et une correction. Le nouveau Front populaire n'est pas du tout majoritaire. Le nouveau Front populaire de M. Mélenchon a eu à peu près 7,4 millions de voix, c'est-à-dire, grâce au mode de scrutin majoritaire à 2 tours, il a à peu près 180 sièges, mais à l'opposé, le parti de M. Bardella, le Rassemblement national, a eu 10,4 millions de voix et a 143 sièges. Donc il faut rétablir les choses. Pour l'instant, il y a 3 blocs dans la vie politique française, ce qui est assez nouveau, assez rarissime. Et donc voilà, on ne sait pas très bien ce qui va sortir de cette combinaison étrange. Alors sur le deuxième aspect de votre question, oui, ce n'est pas la première fois que le recteur de la mosquée de Paris intervient dans les affaires intérieures françaises. Déjà là, il y a 2 ans pour les élections présidentielles. Je trouve ça étonnant et je m'étonne aussi que en France, les autorités françaises ne réagissent pas à cette intervention. Vous êtes haut diplomate, vous étiez ambassadeur de France en Algérie pendant 7 années, sous le mandat de M. Nicolas Sarkozy, mais aussi avec le mandat de M. Emmanuel Macron. Vous avez écrit un livre là-dessus qui s'appelle « L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade » à Alger. Pourquoi vous avez qualifié l'Algérie d'énigme? Pourquoi, selon vous, c'est une énigme? Alors, bon, bien sûr, je vous parle ici à titre personnel. Je ne représente évidemment ni le gouvernement ni l'ambassade de France au Royaume du Maroc. Je m'exprime
en tant qu'ancien ambassadeur et à titre personnel, c'est une énigme et je trouve que justement c'est un paradoxe parce que la France a occupé l'Algérie, a été présente en Algérie pendant 132 années et finalement c'est un pays que les Français connaissent très mal, très peu. Alors que je vous le disais tout à l'heure, les Français connaissent le Maroc. Vous recevez au Maroc à peu près 7 ou 8 millions de touristes français chaque année. Il y a beaucoup de Français qui vivent à Casablanca, à Marrakech, à Rabat. Mais l'Algérie, qui est une ancienne colonie française, des anciens départements français, curieusement, les Français connaissent mal, ou très très mal, ce pays, parce que c'est un pays compliqué, c'est un pays qu'on qualifie de opaque en France. Et puis, il y a une histoire compliquée, il y a eu la colonisation, il y a eu la guerre d'indépendance, il y a eu les Pieds Noirs, il y a eu les Harkis. Donc voilà, c'est une histoire compliquée, et ce qui fait que les Français connaissent mal l'Algérie. C'est un paradoxe. Donc une énigme. Oui. Lors de votre expérience en Algérie, pourriez-vous nous raconter un peu en coulisses ce qui s'est passé de très marquant, à la fois sur le plan personnel et professionnel pour vous, un épisode marquant qui vous a vraiment marqué sur le plan personnel et qui reste toujours intact dans votre cerveau. Quand vous traitez avec le régime algérien, est-ce que vous aviez affaire à vraiment des gens sensés qui faisaient de la politique ou à des militaires qui essayaient de vous convaincre de leur doxa national qui a érigé la haine de la France et du Maroc en politique algérienne? Alors, j'ai passé 7 ans et demi, presque 8 ans en Algérie en tant qu'ambassadeur, à 2 reprises. J'ai fait le mandat de Nicolas Sarkozy et puis après le premier mandat d'Emmanuel Macron, donc à 2 périodes complètement différentes. La première période, entre 2008 et 2012, le président Bouteflika était en pleine forme, donc dirigeait le pays de manière très, très forte, très ferme. Et dans mon deuxième séjour, en revanche, le président était malade, affaibli, on ne le voyait plus. Et puis, vous me posez la question d'un souvenir professionnel. J'ai vécu cette période qu'on a appelée le Hirak, et qui donc a abouti à la chute de Bouteflika, qui avait voulu se présenter à un 5e mandat. Donc, pour un ambassadeur de France en Algérie, pour un diplomate, c'est évidemment une expérience, j'allais dire, exceptionnelle, extraordinaire, d'assister à une révolution, à la chute d'un président. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mes collègues qui, dans le passé, avaient été en poste en Russie au moment de la chute du tsar Nicolas II. Il y a des périodes de l'histoire comme ça. Quand on est en poste à ce moment-là, on vit des choses incroyables. Et donc, c'est effectivement, pour un diplomate, quelque chose de très, 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 très passionnant. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, vos 2 mandats en Algérie? Quel est le trait distinctif principal entre les 2 mandats? Le premier sous Bouteflika. Je vous disais, le premier mandat, Bouteflika était maître du jeu et s'appuyait sur l'armée, sur les services de renseignement, le DRS. Il y avait un jeu politique compliqué. Le deuxième mandat, Bouteflika était malade, donc on ne le voyait plus. On ne lui présentait pas les lettres de créance pour un ambassadeur. Et c'était plutôt son frère, Saïd Bouteflika,
et le chef d'état-major de l'armée qui formait voilà, cette espèce de duo à la tête du pays. Donc deux mondes, deux systèmes, deux politiques totalement différentes. Au début de son mandat, le président français Emmanuel Macron avait plutôt favorisé une relation beaucoup plus cordiale avec l'Algérie qu'avec le Maroc. Après, il s'est rendu compte qu'il avait affaire à des militaires qui ne faisaient pas vraiment de la diplomatie et de la politique, mais plutôt du chantage mémoriel et sur différentes questions à la fois économiques et politiques. Selon vous, est-ce qu'il s'agissait d'une faute politique commise par M. Emmanuel Macron au début de son mandat ? Bon, c'est pas à moi de qualifier la politique du président de la République sous les ordres duquel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Donc, je peux pas dire je ne peux pas commenter sa politique, mais je constate que il y a eu sous le septennat, puisque maintenant ça fait 7 années que le président de la République est en fonction, il y a eu un tropisme algérien qui avait commencé d'ailleurs avant même que Emmanuel Macron soit élu président de la République, puisqu'il avait dit en février 2017, vous savez, sa fameuse phrase « La colonisation est un crime contre l'humanité ». Donc il y a eu un tropisme algérien avec des hauts et des bas, parce que la caractéristique des relations entre la France et l'Algérie, c'est des hauts, des bas, des montagnes russes, comme on veut, appelons ça comme vous voulez. Mais il y a eu, c'est vrai, un tropisme algérien avec une première visite d'Emmanuel Macron, du président de la République, en décembre 2017. J'étais à Alger à ce moment-là. Une deuxième visite en août 2022 à Alger et à Oran. Et du côté du Maroc, il y a eu plutôt une période de froid. Hein. Il y a eu une visite en 2017 du président de la République et de Madame Macron à Rabat, et je crois que c'est tout à ma connaissance. Donc voilà, il y a eu un tropisme algérien. Aujourd'hui, les relations entre le Maroc et la France se sont un peu réchauffées après la reconnaissance par la France de la souveraineté économique, on va dire, du Maroc sur le Sahara marocain. Comment voyez-vous ce dégel dans les relations entre les deux pays ? Je pense qu'il faut que dans ce jeu à trois, si je puis dire, France, Algérie, Maroc, la France est obligée, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons diplomatiques, pour des raisons régionales, est obligée d'avoir des relations pacifiées, équilibrées, apaisées, trouvons l'adjectif qui va, avec ces deux pays que sont l'Algérie et le Maroc, parce qu'encore une fois, l'Algérie a été un département français, le Maroc, il y a une histoire commune avec la France également, il y a des relations économiques, politiques, nous avons des intérêts communs dans la Méditerranée, au Sahel, en matière d'émigration, en matière économique. Donc il faut que nous ayons des relations avec les deux pays. Et il y a eu, à un moment de l'histoire, je pense que les deux quinquennats, les deux septennats de Jacques Chirac ont été une période d'équilibre entre la France, le Maroc et l'Algérie. Parce que Jacques Chirac avait beaucoup d'amitié, d'estime pour Sa Majesté Hassan II, puis pour le roi Mohamed VI. Il venait souvent au Maroc, mais il avait aussi beaucoup d'amitié, de respect et d'estime pour le président Bouteflika. Il est allé 3 fois en visite officielle en Algérie. Donc il y avait un équilibre qui fonctionnait.
Et puis, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les choses sont plus compliquées. Vous êtes un fin connaisseur du régime algérien, vous connaissez très bien le fonctionnement de l'interne de ce régime-là. Et quand vous étiez en Algérie, le régime, à cette époque, finançait toujours, il le finance toujours, le Polisario. Il le finance, l'abrite, l'arme contre l'intégrité territoriale du Maroc. Pourquoi, selon vous, l'Algérie et le régime actuel entretiennent toujours cette posture-là de haine contre le Maroc? Algérie, Maroc, France, Allemagne, voilà, l'histoire est souvent faite de relations compliquées entre des pays voisins, France, Royaume-Uni, à une certaine époque. Mais il y a un moment où il faut dépasser cela. Et moi, en tant que Français, je ne peux qu'appeler de mes vœux une relation apaisée entre l'Algérie et le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un ensemble régional où il y a, moi, ce que j'appelle des tête-à-tête piégeux. Il y a un tête-à-tête hispano-marocain, il y a un tête-à-tête franco-marocain, il y a un tête-à-tête franco-algérien, et il y a un affrontement entre Algérie et Maroc. Donc il faut sortir de ces tête-à-tête. Et c'est à votre génération, c'est à vous, messieurs, voilà, comme la France et l'Allemagne l'ont fait, comme De Gaulle et Adenauer l'ont fait après-guerre, et c'était pas facile parce que entre la France et l'Allemagne, il y avait eu 3 guerres, mais De Gaulle et Adenauer se sont dit on ne peut pas, entre 2 pays voisins, rester ennemis, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on bâtisse l'avenir ensemble, et ça a été la création du marché commun. De Gaulle et Adenauer, en 1959, ont scellé la réconciliation franco-allemande. Il y a eu ensuite le traité de l'Élysée en 1963. Donc voilà, peut-être qu'un jour, Algérie et Maroc se diront, bon, il faut qu'on se parle et qu'on travaille ensemble parce que nous avons des intérêts communs. Oui, le système algérien, il connaît très bien l'histoire. Il sait que le Sahara occidental et oriental ont toujours appartenu au Maroc, de par les archives, de par les textes et de par aussi le droit international. Mais il maintient toujours une sorte de double discours, c'est-à-dire que devant l'ONU, il maintient un discours du droit international, de l'autodétermination, et en même temps, il finance, arme et abrite les séparatistes et les milices séparatistes du Polisario. Comment analysez-vous ce double discours dans le régime algérien? Pourquoi, selon vous, il veut à tout prix maintenir cette double posture? C'est l'histoire, c'est la géographie du Sahara, c'est la question des frontières. J'ai écrit un petit ouvrage avec un ami diplomate et historien sur les accords d'Évian vus par les pays étrangers. Et en se plongeant dans les archives du Quai d'Orsay à Paris, on voit que cette question du Sahara et des frontières, dès le départ, elle est dans la relation entre Algérie et Maroc. Et dès le départ, avant même l'indépendance de l'Algérie, il y avait cette préoccupation. Donc voilà, les choses devront s'apaiser un jour, mais on ne réécrit pas l'histoire comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, beaucoup de politiques français, d'analystes, de politologues appellent stricto sensu à l'abrogation des accords de 68 avec l'Algérie. Vous-même, vous avez plaidé dans une note de la Fondapol à... Oui, je vois que vous connaissez bien. à revoir oui. ces accords-là. Pourquoi, selon vous? Non, parce que je vous disais tout à l'heure, il y a des tête-à-tête
compliquée, et notamment entre la France et l'Algérie, où les deux sujets, ce sont la mémoire et les visas. Et le régime des accords de 1968 découle des accords d'Évian. Les accords d'Évian prévoyaient la libre circulation entre la France et l'Algérie, simplement parce que, au moment de la négociation des accords d'Évian, du côté français, on pensait que les pieds noirs resteraient en Algérie. Et il fallait que les pieds noirs, 1,2 million de personnes, même s'ils optaient pour la nationalité algérienne, comme c'était prévu dans les accords d'Évian, on pensait qu'il fallait qu'ils puissent venir, retourner en France, faire des allers-retours entre la France et l'Algérie. Donc il y avait un régime de libre circulation. Et puis en juillet 62, il s'est passé ce qui s'est passé. Les pieds noirs sont rentrés en France, quasiment tous. Et donc, il y a eu une incertitude, un vide juridique pendant plusieurs années entre la France et l'Algérie en matière de circulation. Et à ce moment-là, on a négocié un nouveau texte, qui est l'accord de 1968, qui ne rétablit pas la libre circulation qui était prévue dans les accords d'Évian, mais qui donne aux Algériens des avantages que n'ont pas les voisins marocains ou tunisiens ou d'autres pays. Donc c'est un régime un peu privilégié qu'ont les Algériens. Et effectivement, dans cette note de la Fondapol, j'ai dit 50 ans après les accords de 1968, il y a sans doute quelque chose à revoir parce que la question n'est plus d'actualité. En 68, il y avait une économie qui se développait. La France était à la recherche d'une main-d'œuvre francophone. On sortait de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie. Donc il y avait un régime particulier pour les Algériens. Aujourd'hui, il serait peut-être temps de réfléchir à autre chose. Et comme vous le rappelez, tous les hommes politiques se sont précipités là-dessus. Édouard Philippe, qui est dans la majorité du président de la République, Manuel Valls, Éric Zemmour, Éric Ciotti, le parti LR, Bardella, tout le monde a dit, bah oui, Driancourt a raison, il faut revoir les accords de 68. Donc, voilà. Vous avez déjà rappelé un jour que le président actuel, Abdelmajid Tebboune, avait dit que puisque la France nous a colonisés pendant 132 ans, il nous faut 132 ans de visa. Oui. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'est un raisonnement sensé venant d'un président de la République ? C'était présenté comme une boutade, puisqu'il a dit ça dans une interview au Figaro en décembre 2022. Je crois qu'il a dit « Si j'osais, je pourrais dire que, comme la France a colonisé l'Algérie 132 ans, nous avons droit à 132 années de boutade, de visa. » Donc je pense qu'il l'a présenté comme une boutade. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de sérieux dans son idée. C'est-à-dire l'affirmation que l'Algérie a droit à un régime particulier. Il y a aussi une part très importante dans la gestion des affaires à la fois internes et externes de l'Algérie, un contrôle de l'armée sur la politique algérienne. Quand vous étiez ambassadeur là-bas, vous l'aviez vous-même constaté, vous l'avez senti ? Oui et non. Oui, parce que c'est la réalité du système politique algérien. L'armée de libération, l'armée nationale populaire, aujourd'hui, c'est elle qui a fait la guerre d'indépendance et qui est très présente dans la vie politique algérienne. Je dis oui et non. Non, parce que on ne voit pas du tout les militaires. Le ministre de la Défense algérien, c'est le seul ministre qui ne reçoit jamais l'ambassadeur de France. Pourquoi selon vous ? Donc, on ne les voit pas. Donc, c'est pour ça que je réponds oui et non. Oui, parce que c'est une réalité. L'armée algérienne joue un rôle important dans le système politique algérien. Et non, parce qu'on ne s'en rend pas compte au quotidien, évidemment.
Tout de même, le général Chingrihha s'affiche tout le temps avec le président Abdelmajid Tebboune dans la plupart des événements et des cérémonies. Oui. On dirait que c'est son Premier ministre. Son Premier ministre est presque invisible. Il est invisibilisé même par le régime. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui explique la situation actuelle, à la fois politique et sociale, en Algérie? Est-ce qu'il faudrait un changement radical et complet du régime pour que l'Algérie commence à entretenir des relations normales avec les États voisins, et notamment avec la France, avec laquelle il a des relations extrêmement difficiles aujourd'hui? Non, c'est pas à nous, et c'est encore moins à moi de dire, de porter un jugement sur le régime algérien. Je n'ai aucune qualité pour cela. On vit avec des États, on reconnaît des États qui ont choisi leur gouvernement. Alors c'est vrai que le Maroc comme l'Algérie ont chacun deux histoires différentes, deux régimes politiques différents. Donc voilà, il faut faire avec. De même que les autres pays européens ne choisissent pas le gouvernement qu'il y a en France. Ils regardent les élections en ce moment, ils attendent de voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est le monde qui est comme ça. Il y a des États, des gouvernements et il faut faire avec. Merci beaucoup, Monsieur Xavier Driancourt, pour cette excellente interview. Et je vous remercie. On se donne rendez-vous pour une prochaine interview. Voilà, merci à vous.